comment j'y suis venu et pourquoi en fait c'est quelque chose qui m'a intéressé. Eh bien, bah, d'abord parce que le discours de cette médecin euh, m'a beaucoup parlé puisqu'elle parlait d'holisme. Elle nous a expliqué que l'accompagnement des personnes victimes, eh bien, ça se fait avec de la pluridisciplinarité. J'ai entendu beaucoup de messages qui me sont semblés des messages de bon sens. Et puis, j'ai fait une, deux, trois, quatre formations avec elle. Et puis, eh bien, j'ai repris voilà, une ancienne plateforme du 89 qui était endormie. Et puis, on a relancé des actions. Voilà un petit peu mon parcours par rapport à l'association. Euh, donc, au sein d'SVS, je suis à la fois président de la plateforme du 89, mais je suis également au, au comité au CA de l'association nationale, puisqu'en fait, il y a une antenne nationale et des plateformes départementales. Alors, il y a à peu près une trentaine de plateformes représentées en France. Il y en a eu même jusque dans les dom-toms, je ne saurais plus dire exactement où. Et aujourd'hui, cette association SVS, c'est à peu près 600 bénévoles sur la France depuis 2013. On estime, c'est difficile d'avoir des chiffres justes là-dessus, mais on estime environ 25 000 personnes qui se sont formées auprès des plateformes avec les formations que l'on donne gratuitement ou à moindre coût un peu partout en France, ouverts à toutes et à tous concernant voilà, les bases de la connaissance en matière de violence sexuelle. C'est en fait 2 jours très intenses qui abordent à la fois les statistiques, le juridique et le volet médical, puisqu'on aborde un petit peu les répercussions des traumatismes psychiques des violences sexuelles sur le corps, et puis d'essayer justement de comprendre comment un petit peu avoir des signaux d'alerte pour les déceler. Et puis il y a également beaucoup de discussions sur les approches thérapeutiques qui peuvent être mises en place, et également bah, les propositions de l'association pour l'accompagnement de ces personnes victimes. Est-ce que vous pouvez, nous expliquer, objectivement, heu comment on peut définir les violences sexuelles? Alors, objectivement, les violences sexuelles, c'est quelque chose qui fait partie des textes de loi, et je dirais même que ces violences sexuelles, elles évoluent avec le temps et avec les textes de loi. Alors, je dirais que les viols sont définis par la loi, les agressions, euh, le harcèlement, tout ça est vraiment très, très juridique et très, très encadré. En tout cas, ce que l'on peut voilà, déjà dire, c'est que ne serait-ce que la définition du viol a été encore modifiée il y a encore assez peu de temps, en ajoutant justement, par exemple, des fellations forcées ou des actes euh, voilà, en tout cas, des actes forcés euh, et qui ne sont pas par pénétration. Donc, quelque chose où il n'y a pas forcément pénétration peut être considéré comme un viol. Donc ça, je dirais que c'est propre à la définition juridique et voire même à la loi française, puisque la définition du viol n'est pas la même dans tous les pays. Donc, objectivement, eh bien, c'est vraiment se référer au texte de loi actuel. Donc voilà, évidemment, la définition du viol, pénétration, euh, attouchement, zone sexuée, on va dire, sans la volonté de l'autre. Après, il y a encore des détails. Alors moi, je suis pas juriste, je suis pas avocat, mais lorsque l'on parle de ces volets juridiques en formation, c'est un avocat hein, ou une avocate qui vient s'exprimer et qui nous détaille bien les contenus. Mais voilà, en tout cas, les nuances juridiques sont assez complexes. Donc, Est-ce que, est-ce que la sensibilité de la personne peut rentrer en compte, en fait? Est-ce qu'il peut y avoir de la subjectivité? Et alors, comment la prendre en compte, justement? il peut effectivement y avoir quelque chose de l'ordre du subjectif. C'est pas toujours évident de faire la part des choses. Euh, mais le traumatisme, quel que soit l'acte, comment il est appelé par la loi, la personne, elle peut vivre un traumatisme d'ordre de violence sexuelle avec un acte médical, avec des choses qui n'ont pas une volonté nécessairement de nuire
Et pourtant, la personne peut le recevoir comme un traumatisme psychologique et physique. Voilà, des intrusions dans la bouche. Pourtant, voilà, mais lorsque c'est pas consenti ou que c'est fait alors que la personne n'a pas donné son accord, peut être perçu comme une agression et de type sexuel par l'individu. Donc voilà, faut bien définir, faut bien différencier ce qui est une agression sexuelle aux yeux de la loi et une agression qui est vécue. Et là, eh bien, effectivement, c'est subjectif dans ce sens-là, en tout cas. Et puis, Existe-t-il des statistiques sur les violences sexuelles subies par des femmes et puis subies par des hommes? alors, il existe des statistiques. Il y a encore très peu de temps, c'était extrêmement faible. On a toute cette vague de MeToo qui a créé un engouement et qui a, je dirais, lancé une dynamique de recherche scientifique euh, et statistique. Mais c'est vrai que on a très peu de documentation euh, en France particulièrement. Parce que lorsque l'on doit chercher un petit peu les statistiques et les ressources scientifiques, eh bien, c'est souvent aux États-Unis, au Canada, que l'on va chercher. Alors, les chiffres sourciers statistiques, eh bien, je pense que la meilleure référence en France, c'est d'aller du côté de la Civise, qui référence toutes ces statistiques. Donc voilà, Civise, qui est un organisme financé par l'État, que je ne peux pas dire de bêtises, et je dirais qu'il a une vocation à justement regrouper les statistiques et avoir des propositions de stratégie de société. Et donc voilà, l'association d'SVS se retrouve parfaitement dans les préconisations de la Civise, dans tous les points qu'elle propose. Donc c'est quelque chose qui est pour nous une référence. Donc elle a ses propres chiffres que je n'ai pas en tête. Euh, En tout cas, les chiffres que l'on donne, nous, à l'association, sont des chiffres, je dirais, anciens, puisqu'ils datent de 2011 et du Conseil de l'Europe, et qui nous semblent, je dirais assez parlants, puisqu'en fait, on parle que une femme une femme, je dirais, attendez voir, une femme sur trois, un enfant sur quatre, et un homme sur six, au cours de sa vie, peut être victime de violences sexuelles. Et ces chiffres sont extrêmement importants et très parlants. Et lorsque l'on parle d'enfants, 1 sur 5, quand on le met au rapport d'une classe d'enfants de 20 à 30 personnes, on peut, ce chiffre est considérable. Donc voilà, après, je dirais que les chiffres et les statistiques, euh, évidemment, il y en a, on regarde ceux de la Civise, mais ceux qui nous semblent le plus parlants, c'est ceux du Conseil de l'Europe de 2011 en tout cas, et qui n'ont pas été malheureusement euh, euh, mis à jour. Et ce que ma petite réflexion personnelle par rapport à ça, c'est que depuis 2011, on a vécu un traumatisme de société avec la période de Covid et des confinements. Et je ne peux pas imaginer qu'il y ait une amélioration de ce phénomène, puisque on a imposé à des gens de vivre en famille sans pouvoir s'en sortir. Et lorsqu'il y a des familles qui sont, euh, euh, je dirais, cherche le terme, mais dont les règles familiales sont un petit peu borderline, eh bien, je pense que ça n'a plus qu'aggraver ce phénomène. Euh, donc voilà, moi, je vois pas comment ça a pu s'améliorer depuis, hein. Oui, les violences faites aux femmes apparemment avaient un peu explosé pendant la période de confinement. Alors Enfin, oui. aux hommes. Oui, alors Mm. j'ai pas la différence entre femmes aux hommes. C'est vrai qu'en tout cas, l'association, notre association SVS, ne se limite pas à la problématique des violences faites aux femmes par des hommes, puisque ce serait négliger celles qui sont faites aux hommes par des femmes, même si c'est minoritaire, et également par des hommes sur des enfants, quels qu'ils soient, et des femmes, quelles qu'ils soient, sur des enfants. C'est-à-dire que même si, bien sûr, la plupart des violences sont faites par des hommes envers les femmes, mais n'avoir un combat recentré uniquement sur les violences faites aux femmes, ce serait négliger le reste, et malgré tout, c'est problématique. Les violences des mères faites à des enfants sont des sujets extrêmement tabous dont on ne parle absolument pas. Et pourtant, au niveau psychologique,
et même enfin, voilà, psychosomatique et somatopsychique, ce sont des répercussions extrêmement fortes, voire même une des agressions les plus destructrices. Hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les personnes victimes de violences sexuelles sont prises en charge? Donc, comment le processus un peu, comment ça se passe? Alors, euh, je dirais que c'est un parcours du combattant. Euh, d'une part parce que les gens ne sont pas suffisamment bien formés, que la parole a du mal à se dévoiler, qu'une personne qui a été victime, pour pouvoir en parler, il faut qu'elle ait un bon rapport, un bon contexte pour pouvoir délivrer la parole. Donc, même si on avance, même s'il y a du mieux, eh bien, en fait, ça reste quand même insuffisant. Ensuite, eh bien, lorsque quelqu'un délivre une parole, vers qui il s'adresse, eh bien, ça dépend. Il peut très bien l'adresser à un thérapeute, un psychologue, un médecin, ou un ami, euh, ou la famille. En fait, ça peut être dévoilé dans plein de contextes différents. Et puis après, quelle est la suite? En fait, la suite, c'est une histoire individuelle. Il y a parfois des gens qui vont consulter des thérapeutes, des médecins, et puis après, eh bien, ça peut arriver dans les mains des services sociaux, ça peut arriver dans les mains de la justice s'il y a des déclarations qui sont faites, informations préoccupantes. Il peut y avoir des plaintes qui sont déposées. En tout cas, avant même de parler de ça, je dirais qu'en fait, si je reviens un petit peu dans l'ordre chronologique, euh, je voudrais quand même déjà parler de l'agression elle-même. Une agression, lorsqu'elle est faite avec surprise, elle est faite avec parfois des contextes de manipulation, euh, eh bien, tout ça, ça peut causer ce qu'on appelle un psychotraumatisme. Euh, la plupart du temps, il peut y avoir une sidération, c'est-à-dire que le système nerveux se met en cage, et il peut y avoir des répercussions importantes à la suite de ça, puisqu'il peut y avoir également des phénomènes d'amnésie. Donc certaines personnes qui ont été agressées peuvent se retrouver dans des phénomènes d'amnésie traumatique et ne plus avoir conscience de ce qu'ils ont subi plusieurs années auparavant, que ce soit enfant ou adulte. Donc lorsque quelqu'un euh, en fait, a oublié ce phénomène, cette expérience, eh bien, il peut y avoir des levées d'amnésie à partir de choses extrêmement futiles. Une discussion, une odeur, un n'importe quoi peut ramener des souvenirs et ramener l'histoire traumatique. Ça peut être extrêmement confus pour la personne. C'est des périodes qui sont extrêmement... euh, voilà, la personne peut sembler perturbée, peut sembler confuse. Et il faut bien comprendre que c'est un phénomène physique, biologique, nerveux. Donc, lorsque elle a des bribes d'informations qui viennent, eh bien, elle peut être dans le doute. Sans être sûre de ce qui lui est arrivé, eh bien, elle peut ne pas avoir euh, je dirais, la dynamique d'aller porter plainte ou en parler. Donc c'est un long chemin, en fait. Et puis bon, une fois que je dirais que le chemin, je dirais d'en parler, eh bien, est-ce que c'est un chemin qui va se transformer en procédure judiciaire? Oui ou non? C'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, les personnes qui vont jusqu'à déclarer ou faire une procédure judiciaire, c'est un parcours du combattant, un parcours euh, où il va falloir parler de ce qui s'est passé, ressasser des souvenirs. Ils vont être parfois jugés. Les gendarmes sont de mieux en mieux formés à l'écoute des personnes victimes, mais il y a encore quelques années en arrière, eh bien, il y avait une mauvaise considération de ces femmes qui portaient plainte et leurs paroles étaient parfois minimisées. Donc, je dirais que les affaires qui vont jusqu'à un procès sont une minorité par rapport au phénomène des violences sexuelles, hein. Donc, et puis, les procès qui aboutissent également. Alors, j'ai pas les chiffres pour parler de tout ça, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que nous, on invite les personnes victimes à s'engager dans ce chemin-là, mais c'est un chemin qui nécessite un accompagnement élargi, un accompagnement global de thérapie, de psychologie, d'approche corporelle,
et bien sûr d'avocats et de personnes compétentes dans le milieu juridique, mais c'est un vrai parcours très compliqué et très, très lourd à porter, hein. Donc il n'y a pas de parcours de soins spécifiques, en fait, c'est vraiment en fonction de ce que va vivre la personne. Alors, en France, enfin, je dirais que dans d'autres pays, il peut exister des parcours de soins spécifiques. Je dirais qu'en France, on n'est peut-être pas les mieux lotis. Euh, on considère le psychotrauma, on oriente à des consultations en psychologie, mais je dirais que l'approche de soins ne va pas aussi loin qu'elle le devrait, à mon sens. Et on oublie la partie corporelle, on oublie la mémoire corporelle, et il y a, à mon sens, un manque dans l'accompagnement des personnes victimes. Euh, mais est-ce qu'il y a un parcours je dirais, ordinaire ou un parcours tracé, eh bien non, si ce n'est que les assistantes sociales sont bien souvent les premières lignes euh, pour vérifier s'il y a un contexte d'urgence, qui vont vérifier si c'est un enfant, un adulte, s'il y a une obligation, enfin une nécessité d'extraire la personne du milieu pour éviter d'autres violences. Ça, c'est vraiment le travail des travailleurs du social. Les gendarmes, les policiers. Tout ça, je dirais que les premières lignes, c'est voilà, gendarmes, policiers, acteurs du social. Et puis après, par la suite, eh bien, il y a les thérapeutes, il y a, quels qu'ils soient corporels ou psychologiques. Euh, donc, je dirais que l'approche de l'association par rapport à ça, c'est vraiment la pluridisciplinarité. Et j'en parlerai un petit peu plus tard, parce que les propositions l'accompagnement des personnes victimes dans le cadre associatif, eh bien, elle passe par ça, hein, beaucoup par du corporel aussi. Et justement, est-ce qu'il y a des signes qui nous permettraient de reconnaître une personne victime en tant que praticien en shiatsu? Alors, il y a plein de signes, mais il y en a qui sont parlants. Euh, Violaine Guérin, donc la médecin qui a créé SVS, a été chercheuse et ça a été la première médecin à démontrer qu'il y avait un rapport entre des agressions sexuelles et des maladies auto-immunes du fait de son statut d'endocrinologue. Et elle a montré que la maladie d'Hashimoto était euh, la thyroïdite d'Hashimoto était un signe important. Mais en vrai, c'est un signe, comme il y en a énormément d'autres. Elle a zoomé sur cette pathologie, mais il y a plusieurs signaux d'alerte. Alors, c'est des choses qu'on détaille bien plus lors des formations des bases, hein, il y a beaucoup de choses à dire. Les répercussions des violences sexuelles touchent tous les systèmes du corps. En tout cas, ce qui doit donner des signes d'alerte, eh bien d'abord, c'est les signes sur sur les lieux d'agression. Toutes les zones qui sont sexualisées, s'il peut y avoir des problématiques de peau, des problématiques voilà, de maladies spécifiques sur les zones sexuées, eh bien là, ça doit être déjà une alerte. Euh, des signes comme euh, je cherche le terme, euh, les cellules de l'endomètre qui se retrouvent un peu partout chez les femmes, cherche la migration des cellules dans l'endomètre, je cherche le terme de la maladie. L'endométriose? L'endométriose, voilà. L'endométriose, ça fait partie pour moi des signaux d'alerte, comme des maladies auto-immunes d'une manière générale, que ce soit des fibromyalgies, que ce soit d'autres types de maladies auto-immunes. Euh, En fait, il faut comprendre que après une agression sexuelle, alors une agression d'une manière générale, mais spécifiquement sexuelle parce que c'est encore plus spécifique, eh bien, plus le temps passe, plus il y a de signes, non pas de preuves au sens légal, juridique, mais plus il y a de signes que le corps envoie comme des symptômes. Ces symptômes peuvent changer, évoluer avec le temps, mais il faut bien comprendre que lorsque quelqu'un se présente en cabinet avec, je dirais qu'il peut y avoir des personnes qui sont dans des errances thérapeutiques, qui ont vu 10 médecins, qui ont vu 10 thérapeutes et qui se retrouvent à consulter
pour des... Donc, ça doit nous affûter, nous, en tant que thérapeutes et vous-même, professionnels, à poser les questions. À poser les questions, avez-vous subi des violences? Avez-vous subi des violences physiques? Avez-vous subi des violences psychologiques et sexuelles? Et poser le mot, je dirais, avec un, un rapport professionnel, ça peut permettre à la personne de pouvoir faire des liens ou se questionner par rapport au motif de sa visite de consultation. Euh, donc, est-ce qu'il y a des signes particuliers? Oui, on en a, voilà, tous ces signes peuvent être des signaux d'alerte. Euh, mais à vrai dire, des changements de comportement, euh, euh, un mal-être, des troubles psychologiques, euh, ça peut être extrêmement varié. Et chez les enfants, si par exemple, parce que je dirais que il y a un énorme travail à faire de prévention chez les enfants, mais lorsqu'un enfant change de comportement brutalement, euh, a de moins bonnes notes de manière soudaine, euh, il faut être attentif à ces signes-là, puisque les violences sexuelles, c'est dans tous les milieux, le milieu familial, c'est arrivé dans les milieux scolaires, c'est arrivé dans les milieux, bah, donc il n'y a pas de limite, le religieux, le sportif, donc tous les milieux sont concernés et les enfants sont des proies faciles pour des manipulateurs, pour des prédateurs. Donc, quels sont les signes? Eh bien, en fait, c'est surtout il faut être aiguisé et se questionner. Et puis, lorsque l'on a suffisamment d'expérience, en tout cas quand on a suivi ces formations, eh bien, il y a comme des petites alertes, des petits astérisques qui s'allument, des petites lumières. Et puis, bah, quand on voit qu'on a plusieurs signaux qui s'additionnent, eh bien, ça peut nous alerter jusqu'à nous questionner et questionner la personne. Voire, dans certains cas, lorsque c'est plus parlant, eh bien, faire des informations préoccupantes. Il faut aussi savoir, ce qui est mal compris, mal connu, c'est que faire des déclarations, des informations préoccupantes, ce n'est pas limité à au métier du social ou des policiers ou autres. On a tous cette capacité de faire des informations préoccupantes quand on pense que c'est nécessaire. Et c'est en ce sens que c'est important de se former et de comprendre. Et Euh, auprès de qui on fait cette information? Alors, Mm. ça peut être le procureur de justice directement, ça peut être, je crois que ça peut être à la gendarmerie. Je crois qu'il y a il y a deux chemins possibles, hein. Je crois que c'est gendarmerie ou procureur de justice, il me semble. Mais il y a des formulaires que l'on remplit et qui permet, en fait, enfin là, qui détaillent un petit peu le fonctionnement. Euh, donc, ça, c'est des choses qu'on peut être amené à on peut orienter des personnes dans le cadre associatif qui auraient besoin de le faire. On peut Mm. orienter vers les bons formulaires, orienter vers les bonnes personnes. Voilà. Et puis quand on a une plateforme locale, on sait aussi orienter vers les personnes les plus aptes à comprendre ou à accompagner les personnes qui viennent vers nous. C'est un peu délicat parce que si on n'en est pas sûr, on peut pas, enfin, Oui, faut vraiment mais être sûr de cette information. non, pas forcément. Quand on a de fortes suspicions, on pourrait dire j'ai de fortes suspicions. C'est pas une déclaration qui vous. Enfin, je veux dire, vaut mieux prévenir que guérir. Mm. Et puis, lorsque ça touche à des enfants, c'est Mm. toujours un petit peu délicat. Oui, ça va probablement déclencher des auditions. Mais si ces auditions, elles amènent à extraire un enfant d'un contexte familial violent, eh bien, la suspicion, elle aura eu raison d'exister, hein. Béatrice, vous voulez dire quelque chose? Oui, oui. Je reviens sur comment on peut détecter, comment on peut s'en rendre compte quand on est en séance. Il y a bien sûr toutes les maladies, tout ce qui peut révéler un abus, et je pense que là, il n'y a pas de limite. La fibromyalgie, c'est typique. Mais quand quelqu'un vient au cabinet, euh, il reste en vigilance en fait. Quand il se met, alors Tout à bon, fait. moi je travaille au sol, généralement le corps est tendu, voire rigide.
voire figé, les yeux restent ouverts, la respiration, elle est un peu, coupée, c'est-à-dire que la personne, voilà, elle est vraiment en vigilance. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et il y a, pour moi, hein, bon, je travaille beaucoup avec des personnes qui ont été abusées et j'ai fait une formation spécifique là-dessus en somatothérapie. Donc on a un protocole, d'approche avec une demande d'autorisation et ça peut prendre plusieurs séances. C'est-à-dire qu'on ne touche pas le corps tout le temps que la personne n'a pas, enfin qu'on n'a pas pu installer la confiance. Et j'ai lu dans ce que Mireille a préparé, est-ce qu'on peut faire pire que mieux en faisant du shiatsu sur une personne qui a été abusée? Je pense qu'effectivement, hem, on peut, renforcer le blocage. S'il y a pas cette demande d'autorisation, s'il y a pas une installation, de la confiance et derrière le respect du corps. Et oui, tout à fait, merci de cette intervention. Effectivement, il y a des blocages corporels, il y a beaucoup de méfiance, et cette méfiance, elle va être, selon l'expérience qu'a vécue la personne, portée ou pas vers des hommes, vers des femmes, il peut y avoir des associations, involontaires, inconscientes, qui font qu'il va y avoir certaines réticences, certains blocages. Hem et en tout cas, effectivement, il peut y avoir au niveau, nerveux, de ce qu'on appelle l'hypervigilance, ou une personne qui est en hyperorthosympathie, une réactivité, le moindre bruit va va créer un sursaut. Donc il peut y avoir effectivement tous ces phénomènes et merci de dire qu'effectivement, parce que c'est extrêmement important, une personne qui a été victime, de violences sexuelles, il faut lui réapprendre le toucher. Il faut lui réapprendre à accepter son corps, il a pu y avoir des phénomènes de dissociation. C'est-à-dire, Oui. la dissociation, c'est le fait de séparer la pensée du corps physique. C'est-à-dire, mais la dissociation, c'est un phénomène qu'on retrouve en thérapie, en hypnose, mais en fait, c'est un phénomène humain qui permet de survivre. Pour éviter la douleur du corps, on le sépare de notre esprit, en gros. Sauf que lors d'un traumatisme, c'est pas volontaire et c'est pas contrôlé. Et cette déconnexion, même parfois on parle de décorporation, décorporalisation, je pense que j'ai un doute, mais pour dire qu'il y a vraiment une séparation, une perte de sensation corporelle du corps. Donc il y a un apprentissage, un réapprentissage à faire avec ces personnes qui ont été violentées, évidemment. Et, et voilà, je pense que ça aurait pu arriver un petit peu plus tard, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on pratique le shiatsu avec ce type de personnes? Eh bien oui, c'est déjà de demander l'autorisation de quoi que ce soit qui doit toucher légèrement le corps. Est-ce que je peux me permettre de poser ma main sur votre épaule? Euh, et donc cette demande d'autorisation, c'est quelque chose d'important à mettre en place quand on a ce type de personnes pour pouvoir les aider à tout doucement reprendre confiance en l'autre et accepter son corps. Quand ces événements traumatiques ont été refoulés, euh, est-ce que le praticien de shiatsu ne peut pas devenir un agresseur en fait? Et comment on peut réagir face à ça? Parce que la personne, si elle a refoulé euh, toutes ces émotions négatives, ça peut ressortir lors d'une séance. Et comment réagir en fait face à cela? S'adapter, l'adaptabilité, s'adapter, être sensible aux petits signes, des mouvements, au moindre toucher, s'il y a un recul corporel, c'est de s'adapter aux besoins de la personne. Et ça me semble être nécessaire. Le toucher thérapeutique, lorsque on a un toucher thérapeutique, c'est pas un toucher amical, c'est pas un toucher, non, c'est un toucher qui doit être un toucher sûr et rassurant. Euh, donc, bien sûr mais que ça soit de la violence sexuelle ou de la violence, les psychotraumas sont
des choses qui peuvent ressurgir à n'importe quel moment lorsqu'il y a une amnésie, mais de toute façon, c'est le propre voilà, c'est un phénomène humain. Donc, est-ce qu'il peut être agresseur? Bah, il peut être agresseur malgré lui. Mhm. D'ailleurs, si une personne euh, vient consulter et puis, je sais pas, se rend compte, bon, normalement il le sait, mais il se rend compte que c'est un homme alors que son agresseur est un homme et bah, ça peut être une forme d'agression, mais c'est pas une agression au sens de la loi. Euh, et je pense que la posture à tenir, c'est d'accueillir une réaction qui paraît sortir de l'ordinaire et d'adapter et revenir en arrière en disant est-ce que je peux m'approcher de vous? Est-ce que ici c'est trop près ou est-ce qu'ici c'est trop loin? Et en fait s'adapter le plus possible pour comprendre où en est la personne. Euh, et- Parce qu'avant de toucher, en fait, il y a même déjà le regard. Il y a des personnes qui peuvent être fuyantes du regard parce que c'est trop dur de regarder un homme qui était, ou une femme, peu importe. C'est pas une question de. Mais voilà, en tout cas, je pense que l'adaptabilité, c'est quelque chose de. Voilà, c'est prendre conscience, savoir que ça existe, savoir que certaines réactions des personnes victimes peuvent être mal comprises, des personnes qui vont annuler au dernier moment. On va peut-être se dire en tant que thérapeute, bah, tiens, quand même, elle aurait pu. Mais peut-être qu'en fait, à ce moment-là, elle ne pouvait pas faire autrement. Et c'est d'éviter des jugements hâtifs. Et et voilà, c'est de s'adapter. Et puis, s'il y a bien ce contexte-là, voilà, c'est de travailler le contexte de relation de confiance entre une personne et un thérapeute, hein. Ça me semble être la base. Oui, eh ben justement, est-ce que le shiatsu peut être une bonne pratique pour ces personnes victimes de violences sexuelles, comme vous avez déjà eu une séance? Est-ce que, à votre avis, ça peut être une pratique qui pourrait permettre une prise en charge? Alors oui, effectivement, j'ai fait 2 séances de shiatsu auparavant, et ce que j'en vois, c'est que c'est une approche corporelle douce, et donc de cette manière-là, ça me semble être déjà une approche corporelle, et déjà on en manque, on en manque d'approche corporelle. Donc c'est tout à fait indiqué pour réapprendre le toucher, et c'est tout à fait complémentaire à d'autres manières d'aborder euh, le travail en fait avec ça. Donc oui, ça me semble parfaitement adapté. Alors, j'ai pas toutes les nuances, mais voilà, mais le somatothérapeute, le psychocorporel, le shiatsu, en fait, il existe pas mal d'approches corporelles, pas mal d'approches de toucher, et je dirais que euh, pour ces personnes qui ont été victimes, c'est vraiment le pluridisciplinaire qui doit travailler, qui doit fonctionner. Donc, bien souvent, ils ont des accompagnements psychologiques, mais le côté corporel est mis de côté. Donc, bien sûr que ça me semble être tout à fait pertinent d'avoir des accompagnements de shiatsu. Et de personnes, idéalement, de personnes formées euh, et qui comprennent la subtilité de ces traumatismes particuliers. J'ai j'ai constaté qu'on parlait de prévention en matière de violence sexuelle. En quoi ça consiste en fait la prévention? Euh, alors, je vais parler, parce que je ne peux pas parler au sujet de tout ce qui se passe en prévention au niveau sociétal, parce qu'il y a des niveaux différents, enfin, il y a de la prévention à plein de niveaux. Là, ce qui me vient en premier lieu et qui me semblait extrêmement important euh, pour notre association, c'est la prévention auprès des enfants. Euh, on sait que les enfants sont des proies faciles qui peuvent être sous l'emprise de manipulateurs. C'est extrêmement facile pour un manipulateur d'aller sur le contexte des enfants. Euh, Créer de la confusion. Enfin, voilà, il y a tellement. Donc pour moi, ce sont les premières victimes qu'on doit protéger. Une des approches que notre association propose, eh bien, c'est des formations qu'on appelle formations de prévention des violences en âge scolaire. Et on a récupéré les droits d'usage d'un programme canadien
qui a une trentaine d'années d'expérience au Canada et on déploie un programme euh, pour former des animateurs à intervenir dans les établissements scolaires à raison de 3 interventions par niveau de classe de la maternelle au lycée. Euh, donc c'est un contenu associatif et ce contenu associatif, eh bien, je fais partie de la commission de travail sur cette formation-là et je suis également formateur sur cette formation. Et c'est, à mon sens, une très belle approche de prévention, euh, puisque il y a pas mal d'intérêt à cette formation, c'est transmettre des connaissances, des compétences euh, enfin, aux enfants, de comprendre leur corps, leurs émotions, mais c'est aussi avec un regard aiguisé, c'est pouvoir faire du dépistage de ces enfants en classe. Puisqu'en fait, si, dans un idéal absolu, si on pouvait intervenir dans toutes les classes, ouais, eh bien, en fait, on verrait toute la population française. Donc, si ça pouvait devenir une obligation d'avoir ce type de programme et de protocole, eh bien, on pourrait en tout cas déceler largement plus d'enfants qui ont pu être victimes et leur donner des clés euh, pour savoir vers qui ils peuvent parler, s'orienter, s'ils ont quelque chose à dire. Euh, de savoir, une des choses importantes qu'on apprend dans l'association, c'est savoir dire non, savoir dire stop. Comment on dit stop à un ami, à un copain? D'ailleurs, euh, comment on sait, en fait, on permet, on accompagne des enfants à comprendre qu'en fait, ça fait non à l'intérieur ou ça fait oui à l'intérieur. Et selon les âges, eh bien, en fait, c'est un programme qui est parfaitement adapté au développement cognitif des enfants. Mais avant de pouvoir dire non, il faut le ressentir à l'intérieur de soi. Et puis après, on, on dit non à quelque chose qu'on ne veut pas. Et tout ce travail-là, en fait, permet aux enfants de s'armer un petit peu le jour où il y a quelque chose qui leur arrive et qui est anormal. Donc voilà, c'est une formation qu'on diffuse à partir de Lyon et j'espère qu'elle va pouvoir se déployer. On est en demande on est en dépôt de dossier pour une demande d'agrément auprès du ministère de l'Éducation nationale sur ce sujet et on a espoir que ça puisse se déployer dans de nombreux établissements. Donc, Vous intervenez dans les écoles? Non, pas alors encore. oui, si, on en a. Alors moi, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est en cours puisqu'on avait des propositions cette année. Mais au sein de l'équipe, il y en a déjà qui travaillent avec ce programme depuis pas mal d'années en fait. Donc au sein de l'association, on a ces expériences de programmes déployés. Et puis voilà, en tout cas, voilà, c'est une vraie dynamique actuellement pour déployer ce programme-là. Il y a une personne qui nous demande là comment s'appelle le groupe de travail. Bah, le groupe de travail, c'est au sein de l'association des SVS. Donc nous, on l'appelle la commission de la formation prévention des violences en âge scolaire, mais qui fait partie en fait je dirais des approches associatives, je cherche les termes, mais voilà, mais les projets associatifs. Donc, c'est chapeauté par Stop aux violences sexuelles, dont je fais partie. Mhm. Et puis après, voilà, si vraiment quelqu'un avait des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, mais voire même à venir en privé pour que je puisse détailler. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur, puisque avec ça, on a vraiment l'impression d'agir directement sur la population des enfants voilà, qui est une population sensible. Alors, c'est pas la seule sensible, hein. Euh, la population euh, de personnes en situation de handicap, voilà, ça, il y a plein de populations qui sont extrêmement sensibles, mais voilà, les enfants, c'est quelque chose de général, quoi. Est-ce qu'il y a des structures pour orienter une personne victime de violences sexuelles? Alors, SPS, selon les plateformes, sont déjà des lieux vers qui on peut orienter des personnes, mais tout dépend des actions que les plateformes ont menées. Euh, SVS a développé un programme d'accompagnement par l'escrime, l'escrime thérapeutique. Et c'est un programme voilà, qu'SVS a développé et accompagne des personnes victimes depuis peut-être 2013 ou 2014. L'idée de cet accompagnement, c'est de faire un travail psychocorporel
c'est-à-dire par le fait de faire de l'escrime, de taper, d'avoir un agresseur masqué. Il y a une métaphore, en fait, de pouvoir, euh, je dirais, euh, libérer une émotion, libérer une expression corporelle et émotionnelle envers son agresseur, quelque part. Dans l'association, on parle d'énergie meurtrière. J'ai vu, je me suis formé à dire encadrant, je le fais encore, mais je me suis formé à le devenir. Et lorsqu'on voit des libérations émotionnelles qu'on appelle libération d'énergie meurtrière dans l'association, c'est extrêmement puissant. Voilà, les gens sont dans un état de transe et brisent des sabres. Et à la suite de ça, en fait, il y a un accompagnement, en même temps que tout ça, en fait, il y a un accompagnement thérapeutique pour aller vers un état de guérison, en fait, hein. On cherche par ce programme qui est un programme créé par des médecins, eh bien, ils cherchent à guérir des violences sexuelles. Et ce qui a pu être mesuré, c'est qu'à la suite de ces personnes qui ont suivi à la suite du suivi de ces formations, de ces interventions-là, il y a pu être mesuré des diminutions de besoins d'accompagnement et de soins. Euh, à l'origine, SVS était fait par des médecins, 3 médecins, et bien en fait, ils avaient cette approche scientifique et statistique de pouvoir mesurer tout ce qu'ils pouvaient. Et donc, il y a quelques traces d'effets bénéfiques de ces types d'accompagnement. SVS, c'est une plateforme téléphonique ou ce sont des lieux Alors, SVS, c'est une association donc, qui regroupe une somme d'individus et qui est regroupée par une plateforme nationale, mais également sur le terrain, sur plusieurs départements, sur une trentaine de départements au total. Donc, selon les plateformes, eh bien, il y a des actions qui sont menées, il y a des ateliers d'escrime qui sont ouverts ou qui ne sont pas ouverts. Dans certaines plateformes, il peut y avoir de l'équithérapie, il peut y avoir, dans certaines, il peut y avoir du théâtre, il peut y avoir des ateliers d'écriture. En fait, chaque plateforme est libre de créer ses propres outils ou ses propres approches, mais se réunit sous la bannière d'SVS qui nous permet de nous retrouver sous la même, je dirais que sur une connaissance commune du phénomène des violences sexuelles. Donc voilà, après, chaque plateforme diffuse comme il le peut, comme il le souhaite. Mais je dirais que voilà, la couleur d'SVS, il y a beaucoup, voilà, il y a l'escrime, l'accompagnement, les formations en milieu scolaire, ça c'est vraiment propre. Et je dirais que la couleur particulière d'SVS, c'est de mélanger les métiers lorsqu'il y a une équipe euh, d'encadrants d'escrime, et bien c'est pluridisciplinaire. Il y a des thérapeutes, il y a des kinés ou des ostéos, il y a un médecin. En général, c'est une équipe de 5 à 7 personnes. Et justement, les gens se regroupent pour pouvoir travailler ensemble avec des approches complémentaires. Donc pour voilà. l'instant. Pour Oui. l'instant, SVS ne s'est pas encore intéressé à l'approche par le toucher comme le shiatsu ou d'autres, ou la réflexologie. Alors, si, elle s'y intéresse, mais je dirais que la pratique individuelle, euh, je dirais que SVS, c'est une somme d'adhérents qui peuvent être aussi des shiatsuki ou des ostéos ou des psychiatres ou des médecins ou des juristes ou des sympathisants de la cause. Euh, et toutes ces personnes agissent ensemble, se retrouvent et puis parfois créent ou développent des programmes ou des approches. Il y a un ostéopathe qui a développé une approche par l'apnée. Donc un programme avec l'apnée. Bah, du coup, avec l'apnée, on peut traiter la confiance, on peut trouver la limite, on peut traiter le respect de soi, on peut traiter plein de choses. Et souvent, dans ces ateliers, il y a 10 étapes, il y a 10 marches, 10 paliers. Et en fait, c'est, je dirais, la structure sur l'échelle d'une année, à raison d'une intervention par mois, et on traite un sujet. Et on peut le traiter avec l'escrime, on peut le traiter avec le cheval, on peut le traiter avec d'autres choses. Donc en général, on utilise cette structure des 10 étapes pour accompagner les personnes victimes. Certains font des cercles de femmes, la plupart du temps ça commence comme ça, mais il peut y avoir aussi des groupes d'hommes pour faire des ateliers ou des groupes d'enfants. Euh,
Pour faire des groupes d'hommes, eh bien, il faut qu'il y ait la plateforme ait quand même plus d'expérience. En général, ils commencent par faire des groupes de femmes et puis continuent avec des groupes d'hommes lorsqu'il y a suffisamment de demandes. Voilà, les hommes se livrent moins. Il y a peut-être également moins d'actes envers les hommes, mais beaucoup d'enfants, même des hommes enfants, ont pu être agressés. Donc voilà, mais en tout cas, lorsque la parole des hommes se libère et qu'il y en a suffisamment, eh bien, il peut y avoir aussi des accompagnements de groupe. Mm. Et Béatrice demande s'il y a une plateforme dans l'Oise. Senlis, Alors, Saint-Sulpice, Compiègne. la plateforme la plus proche, c'est 75-78. Donc, ils doivent faire des ateliers d'équithérapie, peut-être encore des bases. Il faudra vérifier, mais il y a un site internet, hein, SVS, c'est stopoviolencesexuelles.com, qui est en grosse refonte actuellement, mais il y a quand même pas mal de ressources dessus. Il me vient également qu'SVS a, a organisé d'événements assez intéressants. Ce sont des assises internationales. Je crois qu'ils ont moi j'étais pas encore dans cette association à l'époque, mais ils ont organisé 7 assises internationales dans des lieux prestigieux comme l'UNESCO ou d'autres lieux très, très, très prestigieux, avec des invités renommés européens, peut-être même au-delà. Et voilà, on a encore ce projet de relancer un projet d'assises internationales, mais c'est un gros travail d'organisation. Et voilà, l'après-Covid, comme beaucoup d'associations, c'est des moments qui ont été durs. Voilà, il a fallu refédérer, il a fallu s'adapter à toutes ces périodes-là. Donc voilà, en tout cas, on a encore ces projets-là quand même. Là, sur le chat, il y a des personnes qui disent que sur Bordeaux, il y aurait un centre d'aide aux victimes d'agression qui s'appelle COVA. Euh, il y aurait un livre qui serait écrit par Georges-Emmanuel Roth, Acupuncture et violence sexuelle, qui serait très intéressant, dit Séverine. Et Laurent qui parle que France Victime regroupe des associations d'aide aux victimes et avec un numéro de téléphone. Ce numéro est national et permet une première écoute et une mise en relation avec des associations de victimes, France Victime locale. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Après, c'est vraiment une question de territoire et de savoir sur le territoire qu'est-ce qui existe, quelles approches existent. Euh, des associations comme SVS, il y en a d'autres. Il y en a qui sont féministes, d'autres qui ne sont pas dans le débat féministe. Mais à vrai dire, peu importe. C'est plutôt de se dire qu'est-ce qu'il y a sur le territoire pour aider les personnes qui en ont besoin. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre toutes les ressources là où elles sont. Bordeaux, je sais qu'il y avait quelque chose, je ne sais pas s'il y en a encore. Je ne sais plus, Bordeaux, je pourrais plus dire. Mais en tout cas, oui, voilà, il faut prendre toutes les dynamiques qui œuvrent dans la même direction, hein. SVS couvre à peu près tout le territoire. Alors, il y a sans cesse, c'est mouvant. C'est pas sur le territoire, mais en gros, ça va de l'Aude jusqu'à dans le nord. Voilà, il y a la Bretagne, il y a Lyon, la Drôme. Enfin, voilà, il y a pas mal de territoires. Maintenant, ça couvre pas tout. Il y a des plateformes qui sont en cours de création, d'autres qui se dissolvent. Certaines sont même des anciennes plateformes d'SVS qui ont pris leur essor, voilà, qui font leur vie avec. Donc, il y a plein de cas, mais voilà, après, peu importe, à vrai dire. Je pense que la Ouais. mission, c'est de l'information. C'est vraiment de faire comprendre que ce phénomène euh, existe dans la société, qu'il faut le comprendre pour pouvoir le combattre. Prendre conscience euh, qu'il y a un phénomène transgénérationnel également. On n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, il y a des formations au sein de l'association sur l'initiation au transgénérationnel, et lorsque l'on regarde euh, le transgénérationnel à la lueur des violences sexuelles, on s'aperçoit que ce sont des branches entières de familles. Ce sont des branches d'arbre généalogique qui sont concernées par ces violences sexuelles ou certaines par des violences tout court. Et c'est de comprendre qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre de la continuité d'une violence. Euh,
sans aller dire que toutes les victimes deviendront agresseurs, la plupart du temps, les agresseurs ont été victimes. Et il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel par ce phénomène. Et d'en prendre conscience et de travailler sur ça, c'est peut-être aussi tendre vers le monde meilleur où il y en aura de moins en moins. C'est casser ce qui se transmet, en fait, hein. Mhm. Qu'il y aurait d'autres questions? Marilyn? Non, est-ce que tu pourrais nous rappeler la démarche à suivre? Une personne victime de violence, qu'est-ce qu'on lui conseille? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Euh, alors, il y a plusieurs choses. Il y a à l'échelle du shiatsu, comment faire? On en a un petit peu parlé. Eh bien, c'est le rapport, la confiance, travailler euh, petit pas par petit pas. Ça peut être extrêmement long. Réorienter vers des associations de victimes, vers des plateformes reconnues sur le territoire. Si on voit que la personne est prête, eh bien, qu'elle aille déposer plainte auprès d'une gendarmerie locale. Idéalement de personnes spécialisées. Alors souvent, auprès de la gendarmerie, il y a les maisons de la protection des familles, la MPF, qui sont un peu plus spécialisées sur les affaires familiales. Après, il faut connaître les territoires, mais certaines sont aptes à recevoir des enfants dans des salles spécialisées, qu'on appelle des salles Mélanie. Donc c'est vraiment de voir le contexte, la personne d'orienter. En fait, je dirais que si je peux avoir un conseil, c'est de créer chacun individuellement son propre réseau là où vous vous trouvez. Rencontrer les personnes qui sont aptes, qui sont des personnes recommandables, et puis réorienter vers ces personnes recommandables. À mon sens, dans un idéal, c'est que le parcours d'une personne, enfin, le parcours de réparation d'une personne au niveau thérapeutique, eh bien, c'est d'avoir un référent, euh, un thérapeute référent, d'avoir un carnet de suivi sur lequel elle va noter son parcours thérapeutique, qui elle voit, quand elle voit, ses évolutions, euh, parce que ces traces écrites pourraient un jour être un moyen de prouver le besoin qu'elle a eu d'accompagnement thérapeutique aux yeux de la loi, s'il devait y avoir besoin de justifier quelque chose. Donc voilà, thérapeute référent, et puis pluridisciplinarité. C'est sans aller chercher forcément une paroisse du corporel ou une paroisse du psychologique, mais c'est aller explorer les deux pans qui sont absolument indissociables. C'est le côté psychologique et le côté somatique. Euh, et puis, comment faire le choix d'une pratique ou d'une autre? Eh bien, en fait, pour moi, c'est d'abord une question de relationnel. Est-ce que le thérapeute permet un relationnel avec le patient, le client? Euh, ou bien, voilà. Et puis après, il y a la technique. Mais comment faire? Eh bien, si la consultation n'offre pas, euh, ne convient pas, eh bien, c'est que la personne essaye n'importe quoi d'autre, qu'elle ne reste pas dans un échec, mais plutôt qu'elle aille rencontrer, sur recommandation, une personne qui pourrait l'aider. Mais voilà, c'est un réel parcours du combattant, aussi de réparation, hein. Hmm. Ouais. Donc, pour mieux réorienter, eh bien, il faut créer du réseau local où vous êtes, discuter, vous former, rencontrer, aller voir les gens de la MPF, les psychologues, questionner, et puis connaître les personnes qui sont recommandables sur un secteur. Et voilà, pour réorienter vers les personnes les plus compétentes d'un secteur. Ok, merci. On parle de honte, de Hmm. mutisme. Mais oui, il faut que la personne soit prête. Maintenant, je reviens sur le rapport. Moi, j'ai monté une formation dans le cadre de l'association que je suis en train de déployer. C'est l'accueil de la parole des personnes victimes. Euh, et ça me semble être la base de la base. C'est comment on crée ce rapport de confiance.
en thérapie brève, il y a des contenus qui permettent en fait de faciliter les discussions et donc faciliter le rapport. Donc, comment sortir de cette honte? Eh bien, oui, il y a un travail individuel à faire. Les gens parfois peuvent faire ce chemin seuls. Il y a des personnes qui y arrivent et parfois ils ont besoin d'entendre certains messages ou de relativiser leur expérience vécue pour pouvoir prendre, voilà, pouvoir changer, pour pouvoir prendre de l'avant. Donc, donc voilà, et puis sans même parler de voilà d'amnésie, parce que l'amnésie, il peut y avoir des répercussions psycho et somatiques du corps, alors que la personne n'a même pas souvenir de ce qui s'est passé. Donc c'est-à-dire que le corps parle, mais il y a amnésie totale. Donc et parfois c'est un long chemin jusqu'à trouver une solution. Il y a Donc, Valérie qui voudrait Oui. poser une question. Bonjour, bonjour à tous. Je voulais rebondir sur évidemment sur le réseau. Pour moi, il est essentiel parce que de toute façon, nous, en tant que praticien de shiatsu, alors de toute façon, enfin, tous les thérapeutes doivent rester extrêmement modestes, mais je pense que le plus important, c'est de partager le fait que le corps est une mémoire et que on a qu'il y a que cette mémoire, que ce traumatisme, pardon, il ne pourra guérir que, souvent par une multitude, excusez-moi, je cherche mes mots, mm, hem par, de plusieurs façons, que le relationnel, il est évidemment, très important parce que c'est pas une méthode. On peut pas dire: «Bah, le shiatsu, c'est une baguette magique» ou alors il va y avoir, la sophro ou il va y avoir la psychothérapie. Pour moi, il y a pas qu'une solution et que la personne qui va aider, la main tendue, la voix, la personnalité qu'on peut avoir, elle est extrêmement importante. Elle est essentielle pour moi. N'oubliez pas non plus les élus locaux parce que le réseau, chaque ville a sa propre, a son propre réseau et que souvent dans une équipe municipale, il y a souvent quelqu'un qui est sensibilisé. On a par exemple, nous, à l'hôpital de Rambouillet, à la maternité de Rambouillet, on a la police qui se déplace parce que souvent, il y a des traumatismes sexuels qui se révèlent au moment de l'accouchement ou au moment de la grossesse. Et puis, bah, on sait très bien que si, un médecin ou un gynécologue, va conseiller à une personne, d'aller porter plainte ou d'aller, enfin, en sortant de la maternité ou en sortant du service gynécologique, elle va pas y aller. Enfin, il y a une grande chance qu'elle n'y aille pas. Tandis que quand la police, quand nous on a une référente, au sein de la police nationale, une femme qui se déplace et je peux vous dire qu'elle se déplace rapidement, bah, c'est plus facile. bah oui. Moi j'ai été en tant que praticienne de shiatsu, j'ai été, très, très, déstabilisée un jour où en touchant uniquement le thorax, enfin les points la zone émotionnelle du thorax, une patiente qui avait, des brûlures vaginales, très, très intenses et en fait, elle avait oublié. Elle avait, le souvenir, en travaillant, elle avait souvenir qu'elle avait été, abandonnée par sa maman. Elle avait recherché sa maman et qu'en voyant sa maman, finalement, sa maman, l'avait accueillie et il y avait plusieurs hommes dans la pièce et elle avait oublié. Après, bah, le fait qu'elle s'en souvienne, ça a été hyper violent. Après ça a été, ça a été compliqué. Bah Mais oui, les périodes de levée d'amnésie, c'est des périodes de confusion, d'émotions intenses. Et c'est une période où justement il y a vraiment besoin d'accompagnement euh, pour sortir de cette confusion. Donc c'est vrai que c'est très délicat. Euh, alors je voulais rebondir, j'aurais dû noter.
Mais voilà, effectivement, les élus locaux, effectivement, ils recentrent bien souvent tout ce maillage autour des personnes victimes, dont le social. En fait, ils regroupent tout ça. Donc, c'est vraiment effectivement des acteurs principaux du secteur, hein. Mais on n'y pense pas parce que c'est un Mm. travail de l'ombre. Parce Oui, oui. qu'effectivement, quand on est élu local, on va pas se prendre en photo ou mettre sur les réseaux ou mettre, «Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai vu, enfin ce mois-ci j'ai eu, heu» enfin, si on peut annoncer, enfin, les élus locaux peuvent annoncer des actions, mais c'est très, très intime. Ça fait partie des délégations heu qui sont très, très intimes et très dans l'ombre. Chez moi, l'élu local annonce clairement qu'elle travaille sur ces sujets-là et permet vraiment d'ouvrir le réseau. En tout cas, moi, ça m'a permis de rencontrer des personnes sur le département. Donc après, je pense que ça dépend vraiment, vraiment, mais effectivement, pour moi, c'est une très Oui, bonne piste, hein. oui, oui, tout Mm. à fait. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui voudraient intervenir sur ce sujet? Euh, Euh, Vous avez parlé d'informations préoccupantes. Dans quel cas vous pensez que c'est important de justement faire la démarche de faire une information préoccupante, sachant que en général, c'est pas anonyme. Donc, il y a aussi le secret professionnel. Enfin voilà, donc un peu dans quel cas vous pensez que ça peut être À pertinent? partir du moment où il y a une parole euh, qui parle d'un viol, euh, ça me semble être nécessaire. Si quelqu'un dévoile ça, euh, c'est même, ce serait même, comment ça s'appelle les termes? Non-assistance à personne en Ouais. danger. Laisser une personne, alors quelqu'un qui a été violé, ou je ne sais pas, ça s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, on n'est pas dans un phénomène de récurrence. Il faut quand même Mm. mesurer le phénomène de récurrence. Euh, je dirais que lorsque l'on a des enfants qui partagent une situation de violence à la maison, ça me semble être absolument indispensable de faire une information préoccupante, puisqu'ils vivent à leur présent des situations qui peuvent se reproduire en permanence et qui peuvent vivre des oppressions, des manipulations, des... Donc voilà, donc il faut effectivement mesurer euh, peut-être le fait que ça soit une situation de l'actualité, enfin du présent, ou une situation passée déjà. Euh, donc je pense que c'est surtout ça qui va... Est-ce qu'il y a un phénomène d'urgence? Est-ce qu'il y a une nécessité d'agir urgemment? Euh, mais lorsque c'est le cas, eh bien, les services sociaux, la gendarmerie, ils peuvent, comme je disais, extraire des enfants de certaines de familles, voilà, ou que ce soit même des maris violents, ou inversement, il peut y avoir des mesures des services sociaux prises dans l'urgence. Donc après, évidemment, quelque chose qui date d'extrêmement longtemps, on n'est pas sur le même besoin. La personne, elle peut suivre son chemin. Maintenant, euh, il y a aussi de bien expliquer qu'il peut y avoir des délais euh, je cherche le terme juridique, enfin de prescription. De prescription. Mm. Et ces délais-là, ils passent. Donc voilà, c'est simplement de montrer qu'il y a Alors maintenant, il y a des prescriptions, ils appellent ça la prescription glissante dans certains cas avec avec un auteur sur plusieurs victimes, où il peut y avoir des prescriptions qui sont repoussées. Voilà, enfin ça, tout ça, moi, c'est pas du tout mon domaine, donc je vais pas pouvoir Mm. bien l'expliquer, bien le détailler. Mais je pense qu'il faut pouvoir mesurer le degré d'urgence. Je pense que c'est ça surtout. Alors, si j'ai une personne qui vient, une femme, imaginons, qui me parle justement enfin, de violences sexuelles, euh,
c'est plus, enfin, plus dans la confidence. Vous êtes d'avis, enfin, j'aurais tendance à inciter la personne à faire des démarches, mais du coup, ce serait plutôt de faire un signalement et peut-être lui dire ouvertement que du coup, je fais le signalement ou de le faire, enfin, je sais pas. Alors, je crois qu'il y a des contextes où il peut alors, il me semble que ça s'adresse plus à des médecins. Ouais. Dans certains cas, les médecins peuvent le faire de manière anonyme. Parce que, Mhm. il me semble alors que parce qu'en fait, c'est une obligation de signalement. On a des obligations de signaler des actes de barbarie, de torture, il y a des obligations pour tous les citoyens. Maintenant, lorsque c'est une patiente qui délivre ça, je pense que le mieux, c'est d'abord bah, déjà de l'accompagner, c'est-à-dire de la revoir, mais de l'inviter à faire ses démarches par elle-même. Maintenant, encore une fois, c'est est-ce que l'agresseur est encore chez elle? Est-ce qu'elle est dans un phénomène est-ce qu'il y a un risque que ça se reproduise? Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour un thérapeute faire cette démarche-là, que ce soit pour un adulte ou pour un enfant, c'est pas anodin, hein. Ça peut être remuant, puisque on, on engage des choses en tant que personne qui fait cette démarche. Donc, Mhm. ça peut être remuant, autant pour la personne qui le signe, qui le déclare, que pour la personne qui est signalée, enfin qui est signalée, dont l'acte a été signalé. Donc, oui, ça mérite réflexion, c'est pas anodin. Maintenant, normalement, ça devrait être une obligation de signalement dans certains cas. J'ai pas les clauses, j'ai pas les termes exacts, mais voilà, je pense que barbarie, torture, c'est des choses qui me semblent bien évidemment des obligations de signalement, par exemple, hein. Mhm. Et quel type de questions dans un protocole, en fait, un questionnement en amont des séances, vous conseilleriez d'inclure justement pour bah, aborder le sujet? Alors, est-ce que c'est un questionnement direct? Est-ce que c'est un questionnement plus global? Qu'est-ce que vous conseilleriez? Le questionnement des violences vécues, c'est-à-dire avez-vous vécu dans votre enfance des violences tout court? Oui, non. Est-ce que vous avez vécu, adulte, des violences? Mhm. Est-ce que vous avez vécu des violences physiques, psychologiques? Et puis, bah, d'arriver petit à petit à la violence sexuelle, qui est peut-être la violence la plus taboue, celle qu'on a eu le plus de mal. Mais à partir du moment où c'est fait sans volonté Oui. je dirais, d'avoir l'information juste pour savoir, c'est plutôt, Oui. ça peut être un questionnement thérapeutique. Oui. Euh, Parfois, les médecins questionnent, ça fait partie d'un protocole de questionnement, et bien du coup, si c'est neutre, en fait, il faut pouvoir, nous, thérapeutes ou praticiens, il faut pouvoir se libérer de ces questions qui deviennent des questions ordinaires. Il ne faudrait pas avoir la peur d'aborder ces questions-là, puisque Mhm. le seul risque que vous prenez, c'est le risque que la personne ne soit pas prête à en parler, et le risque que vous pouvez prendre, c'est que ça soit libérateur. Mhm. Donc c'est plutôt un risque positif d'aborder cette question-là. Bah, peut-être que vous êtes la première personne à pouvoir permettre à la personne de pouvoir s'exprimer. Mhm. Mhm. Donc ça peut être le déclenchement de quelque chose. Et puis, je vais vous dire, euh, en thérapie, en cabinet, euh, ça agit comme un entonnoir. Les personnes qui sont victimes de violences tout court et de violences sexuelles, eh bien, sont plus dans la demande dans une recherche de soins que d'autres. Et donc, si on regarde les statistiques, on dit, bon, il y a tant de personnes touchées dans la population, mais en cabinet, vous allez vous retrouver avec une population bien plus importante, puisque ça va recentrer les personnes qui ont des problématiques et qui cherchent des solutions. Mhm. Euh, en creusant bien, une énorme probabilité de personnes qui consultent en cabinet ont eu des problématiques de violence et de violence sexuelle. C'est, c'est un phénomène, en tout cas, moi je le mesure. Alors en hypnose et PNL, bah, je mesure que c'est très fréquent.
J'ose dire 80%. C'est énorme. C'est difficile à dire, difficile à mesurer parce qu'on regarde à travers sa propre expérience de vie. Et puis on attire également. En fait, on découvre que les personnes sont sujettes à partir du moment où on s'est familiarisé avec le sujet. Moi, après mes propres formations d'SVS, eh ben, j'en ai vu partout. J'en ai vu partout parce qu'en fait, c'est juste qu'avant, il y avait un filtre qui permettait pas de le comprendre ou de le voir. Euh, donc, et puis, je suis pas le seul à qui ça a fait ça, hein. À partir du moment où on se questionne, où on se dit, on a un point de vigilance, et ben, on s'aperçoit que c'est monnaie courante. Ouais. Et- Je confirme. J'ai suivi la formation de base et depuis, ben, je dirais, allez, 80, ouais, 80-85% de ma clientèle. ah oui. Mm. Donc après, réorienter selon comment est prêt ou pas la personne. Euh, et puis, bah, peut-être que vous allez l'accompagner à un moment, peut-être qu'après, elle changera de thérapeute, peut-être que, voilà, mais c'est d'être là en étant formé comme un, je ne vais pas dire guide, le mot est un peu fort, mais pouvoir orienter les personnes vers un chemin, quoi, un chemin de guérison. Mhm. Et est-ce que le shiatsu pourrait s'inscrire dans un schéma de prise en charge? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place dans ce parcours? Une idée de partenariat, quoi. Exact. Alors, évidemment, bah, le parcours le corporel, comme je disais, hein, c'est quelque chose qui me semble évidemment important. Après, tout ça, c'est de structurer une approche. Et toutes les idées sont bonnes à prendre dans la mesure où, au niveau de l'association, ce qu'on préconise, c'est, comme je reviens toujours, mais pluridisciplinarité, le corps, l'esprit. Voilà, il faut pouvoir avoir un programme, un protocole qui permet d'aller dans ce sens-là. Mais évidemment que c'est quelque chose qui est complètement envisageable. Maintenant, le comment, bah, alors moi-même, hein, c'est-à-dire que nous, sur notre plateforme, on aimerait bien mettre en place des ateliers thérapeutiques. Et pour ça, donc nous, on s'est formé, donc moi et ma femme, qui est ostéopathe, on s'est formé en encadrant escrime, peut-être pour faire des ateliers d'escrime, mais aussi pour comprendre la structure de l'approche. Tous ces niveaux, tous ces paliers, puisqu'en fait, c'est déjà une énorme base de travail pour après peut-être changer de médium, que ce soit le médium cheval ou le médium apnée, comme on en a parlé. Eh bien, à vrai dire, on a déjà une approche d'accompagnement des personnes victimes à travers des différentes étapes. Donc, tout est imaginable, tout est faisable, et je dirais que ça dépend de rencontres et de personnes qui ont envie de travailler et d'œuvrer ensemble à un projet commun. Euh, mais évidemment, le shiatsu est une place à prendre. Mm. Bah, d'ailleurs, Cécile nous dit elle travaille en partenariat avec France Victime. Mm. Ouais, effectivement, en local, il y a une association qui s'est montée, qui dépend de France Victime chez nous, Limoges. Et du coup, je leur ai proposé, en arrivant dans la zone, un partenariat, puisque moi, j'avais un parcours personnel déjà autour de violences sexuelles. Et du coup, bah, j'ai pu m'intéresser un petit peu au sujet et avoir une approche en tant qu'accompagnante praticienne en shiatsu, spécialiste. Voilà. Et du coup, naturellement, je suis allée voir cette association locale pour leur proposer de travailler avec les victimes qui le souhaiteraient. Et effectivement, l'approche, mais je dirais que l'approche, c'est la même pour tout trauma finalement.
ou toute personne qui passe la porte, c'est l'écoute, l'attention, le besoin et d'avancer, de mettre en place l'alliance de travail avec la personne. Alors après, elle se situe à des niveaux différents en fonction de ce qu'est la personne et ce avec quoi elle arrive dans notre cabinet. Voilà. En tout cas, Oui. merci. Et merci. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être on va arrêter là. Mhm. Et merci beaucoup, Loïc, d'avoir accepté d'intervenir. C'était vraiment très, très intéressant, très instructif. Merci beaucoup. Et merci Marilyn aussi pour ton aide ce soir. Avec grand plaisir. Voilà, bah, j'étais ravi de pouvoir partager un petit peu de contenu avec vous, en espérant que bah, voilà, ce thème-là vous invite à comprendre, à vous former peut-être, que ce soit Oui. avec nous ou peut-être n'importe où ailleurs, à vrai dire. Mais je pense qu'on a vraiment une nécessité de mieux comprendre ce phénomène qui est extrêmement complexe et à mon sens qui est peut-être je dirais un des traumatismes les plus complexes qu'on aura à traiter, donc qu'on a à voir avec nos patients. Donc bah, voilà, j'espère que ça vous aura permis d'ouvrir les yeux sur tout ça en partie. Et puis SVS est ouvert, n'hésitez pas à les contacter si vous avez envie, selon les plateformes locales. Et puis le site internet doit rassembler déjà pas mal d'informations. Ben, merci beaucoup, Loïc. Et Merci donc, beaucoup. bonne soirée à tous. Et puis à bientôt pour un nouveau jeudi du Au SPS. plaisir, merci. Merci Très beaucoup. bien. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.